Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Ruyssen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un nouveau numéro spécial jeune. Comme vous le savez, 2 fois par mois, ce sont des élèves de Réto qui nous suggèrent un sujet à creuser dans Les Clés et on prend le temps de le faire avec eux. Cette semaine, ce sont des élèves de Fontaine-l'Évêque dans le Hainaut qui se demandaient jusqu'à quel point la Belgique regarde aujourd'hui en face son passé colonial. Alors on va prendre le temps d'y voir clair en faisant d'abord connaissance avec la classe grâce à ce petit portrait signé Sarah Pousset. La première, les clés. Nous, on vient de l'Athénée Royal Louis Delattre à Fontaine-l'Évêque. Donc on est en 6C en réto. Alors ici, la plupart sont en sciences labo, d'autres qui ont pris maths forte en plus et d'autres qui sont en latin. Voici pour la petite carte d'identité de cette classe venue de Fontaine-l'Évêque dans la région de Charleroi. Ensemble, on s'est intéressé à l'histoire du Congo belge avec cette question posée par les élèves. La Belgique regarde-t-elle en face son passé colonial ? On a choisi cette question parce qu'on a eu la chance de faire une sortie à l'Africa Museum. Du coup, ça nous a beaucoup intéressés et quand notre professeur nous a parlé de ce sujet, on s'est dit que ça pouvait être un bon sujet sur lequel débattre. Ce sujet-là est encore un peu tabou, je trouve, au niveau des gens, tandis qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus tabous en 2025. Donc je trouve qu'on laisse un peu ce sujet-là dans l'ombre. Donc, je trouve que c'est important d'éclaircir certains points. Et de pouvoir aussi remettre le juste milieu et de ne pas avoir une seule version de l'histoire, au fait. En cours d'histoire, du coup, on a vu un peu, avant d'aller à l'African Museum, pour avoir du contexte de la période durant laquelle ça s'est déroulé, et aussi pourquoi et comment Léopold II et la Belgique avaient choisi le Congo. Donc on a un peu une connaissance globale, mais je dirais pas, elle n'est pas encore assez approfondie, et c'est pour ça qu'on pose la question aujourd'hui. On vient de l'entendre, ces élèves ont donc déjà étudié en partie certains volets du passé colonial belge en classe et puis ils ont aussi complété leurs connaissances par la visite de l'Africa Museum, un musée qui a justement été rénové et rouvert en 2018 pour proposer un regard critique sur notre passé colonial et cela s'est ressenti durant la visite. On a pu y voir des statues qui ont été bougées, par exemple. Celles qui sont coloniales, souvent elles sont déplacées dans d'autres pièces qui sont pas visibles au public par tout le monde, mais juste avec un accompagnateur qui explique et qui met en contexte pour éviter que ce soit encore pris de façon coloniale. En fait, les Congolais étaient représentés d'une façon vraiment primitive et ces statues, elles étaient, on pouvait les voir sans forcément de contexte ou quelque chose comme ça avant qu'ils refassent cette décolonisation entre guillemets du musée. Et lors de la visite, on avait vu aussi une statue qui intriguait beaucoup au musée. C'était l'homme léopard qu'on présentait comme ça à l'entrée du musée sans aucune explication ni rien. Et on a trouvé ça bien de remettre du contexte par rapport à cette statue et d'expliquer vraiment l'histoire derrière. Un autre élément qui m'a plu dans le musée, c'est la richesse de toutes les choses qui sont proposées et expliquées aux visiteurs. Parce que beaucoup de gens mal informés peuvent croire que les Africains, les Congolais, etc., toutes les personnes venant de ce continent sont des personnes primitives parce qu'elles n'ont pas été assez informées sur le sujet. Mais on a pu voir leur évolution et bien avant la colonisation, etc. Et on a pu voir que bien avant nous, ou même en même temps, c'était des personnes tout aussi développées qu'on a pu l'être. Donc c'était très intéressant de voir tous les aspects sur lesquels parfois ils étaient même en avance sur nous, quoi. Alors au-delà du travail effectué au sein de ce musée, globalement, quel regard la Belgique porte-t-elle sur son passé colonial ? C'est ce qu'on va examiner maintenant. Alors, vous l'avez compris, cette classe, elle a déjà pas mal travaillé le sujet pour le cours d'histoire et ce qu'on va faire, c'est reprendre ensemble le fil, en commençant peut-être par demander aux élèves quelle image, au fond, ils ont de cette période coloniale au Congo. La colonisation du Congo était très violente, notamment sous le règne de Léopold II, parce que les Congolais, comme ils devaient avoir un quota précis de caoutchouc, s'ils ne remplissaient pas ce quota, on leur
couper les mains, ou alors on pouvait les pendre aussi. Ou alors on pouvait donner des coups de chicotte. Donc chicotte, c'est un fouet en peau de rhinocéros. C'était aussi une période où les entreprises exploitaient les Congolais, que ce soit par les terres qu'ils exploitaient, les minerais rares, leurs ressources naturelles qui pouvaient notamment bénéficier à l'économie de la Belgique. Le point de vue de Léopold II est tout beau tout rose en disant qu'on a apporté la modernité, l'avancement technologique, etc. Tandis que ceux qui savent réellement savent que la majeure partie de la colonisation, c'était pas la modernisation, c'était les violences, c'était la ségrégation, c'était les injustices, etc. Moi, si je peux dire quelque chose, c'est qu'on ramène souvent la colonie et les conséquences de ce qui s'est passé là-bas au Congo à Léopold II. Mais ça ne veut pas dire que l'après Léopold II, ça a été tout rose non plus. Ils ont continué d'exploiter le pays. Il y a continué à avoir des violences, pas autant, parce que l'époque de Léopold II était vraiment très sombre, mais c'est pas après Léopold II que tout s'est bien passé non plus. Et même après que le Congo ait récupéré son indépendance, ce qui est arrivé à Patrice Lumumba, où maintenant on dit que la Belgique aurait peut-être été aussi impliquée avec les services secrets américains dans ce qui est arrivé à Lumumba, c'est pas anodin non plus, je pense. Lumumba Koufeli, unité nationale. Bananaye, Naniako Bokolo. Voilà donc pour leur vision, rapidement résumée. Et face aux élèves pour cette émission, on avait invité une historienne qui connaît très bien cette période. En l'occurrence, Anne-Sophie Geiss, elle est professeure d'histoire à l'UC Louvain. Et elle commençait par saluer la démarche des élèves et de leurs professeurs d'histoire de s'être ainsi penchés sur cette page douloureuse de notre histoire. Je trouve ça chouette qu'ils aient abordé cette question-là dans le cadre de leur cours d'histoire, parce que je pense que la législation en place n'oblige pas nécessairement les enseignants pour l'instant à travailler sur le Congo en particulier. Donc ils sont obligés d'étudier l'histoire coloniale, d'avoir un aspect qui touche à la colonisation, évidemment, qui est enseigné dans le cadre du cours d'histoire, mais pas nécessairement sur le Congo, en tout cas pour l'instant. Et là, on voit qu'ils ont déjà été sensibilisés particulièrement à la question, en ayant fait aussi une visite à l'Africa Museum de Tervuren. Donc je suis assez étonnée, en fait, du fait que ils soient aussi sensibilisés à cette question et qu'ils aient quand même un avis bien tranché sur certains aspects de ce passé aussi. Et ça montre aussi que finalement la mémoire liée au passé colonial, en fait, c'est-à-dire ce qu'on fait de ce passé aujourd'hui, elle continue d'évoluer et elle continue d'évoluer en fonction des nouvelles générations, en fait, et des interpellations aussi que les jeunes vont poser à ce passé-là en fonction de ce dont ils sont témoins aujourd'hui quelque part. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Ce qui est frappant, je trouve, c'est que si on avait fait le même petit tour de table que ce qu'on vient de faire ici, avec des élèves qui étaient dans l'enseignement il y a 30 ans ou 50 ans, on aurait sans doute eu des réponses et des qualifications sur ce qu'était la colonisation extrêmement différentes de ce qu'on vient d'entendre ici. Tout à fait, parce que justement, cette mémoire liée au passé colonial, elle a évolué. Donc c'est vrai que dans les années 60, 70, on avait encore une mémoire et une histoire qui était enseignée en mettant l'accent sur tous les bienfaits de la colonisation, en accentuant sur le travail de Léopold II, etc. Et puis on a eu comme les premières voix critiques qui sont apparues dans les années 80, dans les années 90. Et puis c'est vrai qu'il y a eu toutes les répercussions également du mouvement Black Lives Matter en Belgique aussi. Et donc à partir des années 2000-2020, plus particulièrement, où on va véritablement aussi se rendre compte que le passé colonial, c'est un passé qui n'est pas complètement révolu, c'est-à-dire qu'au niveau des structures et des mentalités qui parfois lui ont survécu, c'est un passé qui continue d'avoir des répercussions dans les discriminations ou le racisme dont on peut être contemporain aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est un passé qui permet aussi d'expliquer un petit peu certains héritages à très long terme, en fait. Et ça, justement, les héritages de ce passé colonial, on va en reparler dans quelques instants. Mais avant, j'avais envie de demander encore à l'historienne Anne-Sophie Geiss ce qu'elle pensait de la lecture historique très critique faite par les élèves sur cette période de la colonisation.
Alors c'est difficile parce qu'évidemment, en tant qu'historienne, on essaie de pas juger les acteurs du passé. On n'est pas là pour juger, pour évaluer, on est plutôt là pour essayer d'expliquer. Et donc on essaie d'expliquer de façon nuancée, donc en essayant vraiment de replacer les choses dans le contexte de l'époque, dans les mentalités de l'époque. Et donc c'est vrai que tout ce qui relève par exemple de cet objectif qui visait à prioriser par exemple la rentabilité économique, le fait que c'était un système qui était fondé quand même sur le fait qu'on considérait que toutes les sociétés dans le monde devaient évoluer pour atteindre le niveau de progrès des sociétés occidentales finalement. Donc c'était le développement à l'occidental, à l'européenne qui était considéré comme le modèle privilégié. Et donc on avait tendance à mal considérer les cultures autochtones et à vouloir les faire évoluer dans le sens de notre civilisation. Donc on avait des modèles effectivement qui étaient très eurocentriques. Tout ça, je pense que c'est effectivement des choses qui sont tout à fait correctes et qui sont enseignées, je pense, de façon plus critique aussi par les enseignants aujourd'hui. Sur les sévices, sur ce qu'on a pu faire vivre à la population, là aussi, aujourd'hui, on a des connaissances sur des choses qu'on ne mettait pas forcément en relief par le passé et qui aujourd'hui démontrent quand même des aspects très sombres de cette période coloniale. Oui, effectivement. Donc, c'est-à-dire que l'objectif de rentabilité économique, c'était le premier objectif et donc il a pu avoir pour conséquence qu'une série de populations, effectivement, de communautés aient été soumises à la contrainte, soumises au travail forcé et ça s'est passé effectivement aussi par des sévices physiques, par des massacres dans certains cas pour les populations qui résistaient et qui ne se conformaient pas à ces objectifs de rentabilité économique. Et ça, effectivement, maintenant, c'est vrai que c'est documenté. Donc, évidemment, on dépend toujours un petit peu des traces écrites, des archives pour reconstituer ce passé, puisqu'on n'a plus nécessairement des témoins vivants qui peuvent en témoigner, évidemment, surtout pour les périodes plus anciennes. Mais donc, effectivement, là, il y a une série de traces qui permettent de documenter ça de façon très objective, en fait, aujourd'hui. Oui. Alors, de là à parler de génocide, là, c'est un pas, évidemment, que les historiens ne vont pas franchir, puisqu'on sait qu'il n'y avait pas dans le chef de Léopold II de volonté systématique d'exterminer une population en vertu de ses critères, de ses caractéristiques ethniques ou religieuses, etc., puisque le but, c'était la rentabilité. Et donc, l'objectif, c'était de faire travailler au maximum les populations pour avoir le plus de bénéfices possible. Et c'est ça qui a justifié aussi certains sévices. Mais donc, voilà, l'objectif premier n'était pas de maltraiter les populations. C'est plutôt une conséquence de cet objectif premier de rentabilité économique. Un but d'exploitation économique donc, et puis aussi l'idée pour beaucoup de Belges partis au Congo à l'époque qu'on allait en quelque sorte aller civiliser les Congolais et les Congolaises, imprégnés de l'idée que notre modèle de développement ici en Belgique, en Europe, était le bon et qu'il fallait aller l'imposer là-bas. On baignait vraiment dans cet environnement en Europe, selon lequel on incarnait un modèle, on incarnait un modèle de civilisation, on incarnait le progrès en matière de technique, en matière de science. Et donc, on avait quelque part le devoir aussi de le faire rayonner ailleurs et d'entraîner d'autres populations vers ce progrès, vers lequel chacun devait tendre quelque part. Et donc, c'est vrai qu'il y a des Belges qui sont allés sur place en étant réellement convaincus de faire le bien quelque part, d'aider les populations locales à cheminer vers ce progrès-là. Et notamment des missionnaires, par exemple. Des missionnaires qui ont parfois été aussi critiques des abus du régime léopoldien à l'époque, surtout dans leur correspondance privée. Ils s'exprimaient plus facilement dans la correspondance privée que vis-à-vis du grand public, parce que là, ils devaient se montrer fidèles à l'œuvre du roi, quelque part. Mais des critiques vis-à-vis du système colonial, il y en a eu, y compris pendant la période coloniale. Donc, tous les Belges ne gravitaient pas nécessairement non plus dans cet univers de pensée-là. Et il y a eu des critiques portées par différents courants idéologiques aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, le Parti communiste à l'époque a toujours eu, en tout cas à partir du Congo belge, a toujours eu une vision plus critique du système colonial. Il y a eu des critiques qui ont été portées par les socialistes. Il y a eu des critiques dans les années 50 qui ont été portées par des socio-chrétiens plus progressistes. Il n'y a pas un courant idéologique qui a l'apanage des critiques envers le système colonial. Mais donc, la société belge de l'époque, elle était diversifiée et il y avait différentes opinions. Et donc, c'est vrai que si la majorité des citoyens, finalement, ont considéré que cette colonisation du Congo, elle était légitime. En tout cas, on voit dans les sondages d'opinion qui ont été réalisés dans les années 50 qu'il y a quand même encore une grande majorité de la population belge qui soutient cette œuvre coloniale, qui la considère comme légitime. C'était pas nécessairement la vision que partageaient tous les Belges à l'époque. Il faut pas oublier non plus que la plupart de la population en Belgique est baignée en fait par la propagande coloniale et on a en fait très peu de connaissances de ce qui se passe réellement au Congo parce que
proportionnellement, en fait, très peu de Belges sont directement concernés par l'expérience coloniale. À la toute fin de la période coloniale, en 1959, il n'y a que 89 000 Belges qui vivent au Congo. Et donc, on connaît ce qui se passe au Congo par l'intermédiaire de la propagande, par l'intermédiaire des récits missionnaires, parce que nous en dit l'État à l'époque. Mais donc, évidemment, c'est une vision biaisée et qui fait que l'opinion publique n'était pas nécessairement éclairée sur tout ce qui s'y passait réellement. Que la société indigène du Congo belge est en pleine évolution est un lieu commun. C'est surtout par le développement de l'enseignement que les populations congolaises sont préparées à un niveau de vie plus élevé. Cet enseignement est destiné à la masse paysanne et artisanale, mais en plus il comprend un enseignement de sélection qui formera l'élite noire de demain. On retient donc ici quelques éléments importants. La colonisation du Congo répondait surtout à un but d'exploitation économique. Exploitation des ressources du pays, souvent passée par l'exploitation des Congolais eux-mêmes, avec, c'est bien documenté aujourd'hui, des mécanismes de domination n'hésitant pas à utiliser la violence avec des sévices corporels et même parfois des massacres. Un système paternaliste et raciste aussi, reposant sur l'idée que les populations locales étaient inférieures, n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs et étaient incapables de se gouverner elles-mêmes. Mais attention, dit Anne-Sophie Geiss, à ne pas trop juger non plus ce passé avec nos lunettes d'aujourd'hui, notamment pour ce qui est du rôle et du regard de la population belge à l'époque, car si elle soutenait assez largement le projet colonial, elle était en fait très peu informée de ce qui se passait réellement là-bas. Il est intéressant d'ailleurs à ce sujet de noter aussi que déjà à l'époque coloniale, certaines voix critiques se sont élevées chez nous en Belgique pour dénoncer ce qui se jouait au Congo. Mais revenons maintenant au présent et allons au cœur de notre question. La Belgique regarde-t-elle en face son passé colonial? Non, pas encore vraiment, selon les élèves de Fontaine-l'Évêque pour qui notre pays ne prend pas suffisamment ses responsabilités ou hésite à poser des mots qu'il devrait oser poser. Je pense qu'aussi au niveau politique et au niveau international, la Belgique n'a pas envie de se considérer comme criminelle. Donc je pense que oui, la Belgique a peur de ce mauvais œil-là de tout le reste du monde, y compris de la population, parce que je trouve que ne pas donner ce cours-là dans tous les programmes scolaires n'est pas normal. Après, ce n'est pas moi qui fais malheureusement le programme, mais je trouve qu'on l'a souligné avec Christophe Colomb, des atrocités qu'il avait fait vivre au peuple qu'il avait colonisé. Et malheureusement, nous, on n'arrive pas encore à se regarder dans la glace. Et pourtant, je trouve que ça ferait du bien de pouvoir se dire que ce qu'on a fait, c'est mal. Maintenant, il faut regarder vers le futur et ne pas reproduire ces erreurs-là. Qui d'autre a cette vision-là, que la Belgique n'assume pas vraiment, a du mal par rapport à ça, qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas faire, etc. Je partage la même vision. Par exemple, récemment, on a eu affaire à un travail de recherche qui a duré à peu près 2 ans, qui a été présenté en fin 2022, décembre. Un travail de recherche et un travail qu'on a essayé de faire pour faire avancer les choses par rapport aux relations avec la République démocratique du Congo. Malheureusement, cette action a été stoppée à cause d'avis divergents par rapport aux excuses qu'on devrait ou ne devrait pas présenter à cette République du Congo qui a été donc une colonie belge pendant une longue période. Une allusion au fait qu'entre 2020 et 2022, une commission parlementaire a été chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission qui s'est appuyée sur des travaux d'experts, d'historiens belges, mais aussi congolais ou rwandais, mais une commission qui, in fine, n'a pas fait l'objet de conclusions et de recommandations politiques. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous raconte l'historienne Anne-Sophie Geiss.
pendant 2 ans et demi, il y a eu tout un débat sur le passé colonial et ses répercussions aujourd'hui. Et c'est vrai que malgré finalement ce travail qui a été mené, on n'a pas pu aboutir à un consensus sur le plan politique. Et notamment, ce qui a bugué, c'est la question des excuses, comme vous l'expliquez, où là, clairement, les lignes de fracture sont apparues entre les partis finalement plutôt de droite, qu'ils soient du nord ou du sud du pays, qui considèrent que c'est un mot trop fort et qu'en fait, la question de l'excuse pose la question de la responsabilité, en fait, parce qu'à partir du moment où on s'excuse, c'est qu'on considère qu'aujourd'hui, on est toujours responsable quelque part de ce passé et que ça risquait évidemment d'ouvrir la voie aussi à la question des réparations financières. Et puis de l'autre côté, on avait les partis de gauche. À l'époque, je crois que c'était les écologistes et les socialistes surtout qui portaient cette question des excuses, qui considéraient qu'on ne pouvait pas uniquement regretter, qu'il fallait aller plus loin et effectivement endosser cette responsabilité parce que en tant que société qui est aujourd'hui héritière de cet état colonial de jadis, quelque part, on a toujours une responsabilité vis-à-vis de ce passé et de ses conséquences aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est une question difficile, je pense. Et en fait, je pense que c'est une question qui montre justement que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas encore de consensus sur la gestion de ce passé colonial en Belgique. C'est-à-dire que selon l'ancrage idéologique et selon la génération éventuellement à laquelle on appartient, on n'a pas nécessairement la même vision par rapport à cela. Ceci dit, Anne-Sophie Geiss note quand même qu'à côté de cet échec sur les conclusions de la commission d'enquête, des lignes bougent tout de même ces dernières années. Il y a des excuses, par exemple, qui ont été prononcées par Charles Michel, par le Premier ministre Charles Michel en 2019, vis-à-vis des métis, des enfants métis, c'est-à-dire ceux qui avaient été enlevés de force à leur foyer d'origine, placés dans des institutions religieuses, parfois placés en adoption, contre la volonté de leur mère. Et donc là, l'État a même été, si vous avez suivi l'actualité en 2024 aussi, a été accusé, l'État belge a été, en fait, on lui a reproché, il a été jugé pour ça, pour crime contre l'humanité. Donc en fait, on voit que malgré le fait que cette commission, elle ne peut pas remporter le consensus au niveau politique par des initiatives qui sont parfois portées par des individus à l'échelle individuelle, au niveau de, là c'est en l'occurrence 5 enfants métis qui se sont mobilisés, qui ont saisi la justice. On peut quand même faire bouger les choses en fait, parce que symboliquement, le fait que l'État soit accusé et condamné pour crime contre l'humanité, c'est quand même fort comme condamnation, quoi. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi au niveau des musées, il y a des choses qui bougent au niveau des universités, au niveau des communes, parfois à l'échelle des communes, vous avez des communes qui se lancent dans des programmes de décolonisation de leur espace public. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui bougent selon les secteurs en fait, et ça montre aussi toute la question, et vous êtes là évidemment pour en témoigner, de la sensibilisation et de l'éducation en fait, parce que c'est en étant sensibilisé à l'école à cette question, en étant éveillé sur toutes ces questions-là, qu'on peut se sentir concerné par ce passé-là et qu'on peut se sentir éventuellement responsable aussi vis-à-vis de ce passé-là. Alors, justement, la décolonisation de l'espace public, c'est un des sujets que j'avais envie d'aborder avec les élèves. Pense-t-il, par exemple, qu'il faudrait retirer de nos villes, de nos places, de nos parcs, toutes les statues du roi Léopold II? Moi, je ne pense pas forcément que ce soit un problème qu'il y ait des statues de Léopold II, mais je pense que le problème est la mise en contexte. Parce que si on met une statue comme ça de lui glorieux, on n'explique pas qui est tel personnage. Donc je pense que même une petite plaque qui résumerait, ou même juste de la mise en contexte dès le plus jeune âge à l'école, pourrait aider même aux Congolais, par exemple, d'accepter le fait qu'il y ait des statues de Léopold II. Après, je comprends que ça les choque, par exemple, eux, de voir quelqu'un, entre guillemets, qui a fait subir des choses horribles à leurs ancêtres, de le voir partout en Belgique, sans contexte et sans expliquer ce qu'il a fait de façon glorieuse, qui trouvent ça un peu limite. Il faut toujours mettre en contexte les choses parce que simplement les gens qui vont juste voir un buste comme ça, comme il a dit, glorieux, les gens vont juste croire que c'est un héros de la nation alors qu'il a fait énormément d'atrocités. Donc je trouve que la mise en contexte, elle est normale en fait. Par contre, je pense que justement, laisser les statues, ça peut aussi faire comme acte d'accepter aussi son passé si on le met en contexte, parce que tout enlever, ça voudrait dire un peu aussi qu'on essaye de cacher les choses, encore une fois, qu'on veut oublier ce qui s'est passé, alors que je pense que pour passer à autre chose, il vaut mieux accepter et apprendre de ses erreurs.
Bon, Anne-Sophie Gates, je ne sais pas si en tant qu'historienne vous avez un avis tranché sur la question, mais comment gérer justement ces traces de notre passé colonial, notamment dans notre espace public? Alors, de nouveau, il n'y a pas une seule réponse. Je pense que ça dépend un petit peu de quel statut, à quel endroit aussi. Donc, la plupart du temps, ce sont des statuts qui ont été érigés depuis la fin du 19e siècle et jusque dans les années 1930-40, c'est-à-dire un moment où il fallait aussi glorifier le nationalisme de la Belgique. Et donc, l'entreprise coloniale, c'était une façon de glorifier aussi la Belgique de l'époque. Et donc, évidemment, ce sont aujourd'hui une série de statuts qui passent mal, en fait, qui ravivent des blessures pour toute une frange de la population qui vit maintenant en Belgique. Et donc, de nouveau, je crois qu'il n'y a pas de solution unique. Donc, comme vous le disiez, je trouve ça intéressant de dire que, voilà, retirer une statue et faire comme si ce passé n'avait jamais existé, c'est peut-être pas nécessairement la bonne solution parce que ça empêche d'avoir un débat critique, d'un débat ouvert et en fait, d'ouvrir la voie, justement, à la discussion. Mais il y a d'autres façons. Donc, il y a effectivement les plaques explicatives. Alors, parfois, ça suscite aussi des critiques parce qu'on se dit, voilà, en une petite plaque, on ne sait pas vraiment tout dire, tout contextualiser. Donc, il faudrait quelque chose d'un petit peu plus construit et approfondi. D'où l'idée aussi de QR code, en fait, qui permettent de renvoyer à un site internet avec des explications plus substantielles sur l'histoire du personnage, voilà, etc. Et puis, il y a aussi toutes des solutions qui peuvent être apportées également par des artistes, en fait, qui réinterrogent ce patrimoine d'une autre manière, en fait, qui lui posent d'autres questions. À travers, par exemple, la position d'un voile, par exemple, ou la position de citation qui renvoie un message plus humaniste, plus inclusif, ou alors tout simplement développer un espace public où on visibilise davantage d'autres personnalités. Par exemple, le Square Lumumba qu'on a érigé il y a quelques années à Ixelles, c'est une manière aussi de visibiliser d'autres acteurs de cette période coloniale et de faire un petit peu contrepoids par rapport à tous les personnages qu'on a héroïsés et qui sont en général les militaires, les missionnaires ou les administrateurs de la période coloniale, ou le roi Léopold II lui-même, bien sûr. Et pour prolonger la réflexion, il est nécessaire aussi de s'intéresser aux traces que cette période coloniale a aussi laissées dans notre imaginaire, dans nos représentations, dans le fonctionnement de notre société, notamment en matière de racisme et de discrimination. Je pense que oui, ça a encore un impact parce qu'il y a encore beaucoup de gens, malheureusement, qui sont racistes et souvent ils utilisent quand même, ils font des blagues assez centrées sur l'esclavage ou sur la place des hommes noirs ou des femmes noires à l'époque. Donc oui, je pense que ça a encore un impact maintenant. Après, je pense qu'il est moindre et qui va du coup se rétrécir au fur et à mesure, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Moi, c'est plus par rapport à un aspect inconscient. Il y a une expression qu'on utilise souvent, c'est « je ne suis pas ton boy ». Et pendant la colonisation, cette expression, elle était utilisée pour les domestiques exploités dans les maisons, notamment au Congo, etc. Et aujourd'hui, on peut utiliser cette expression de manière très courante, etc., sans forcément savoir l'histoire derrière ça. Alors moi, c'est par rapport plutôt aux personnes âgées, parce que ceux qui ont à peu près vécu cette époque-là, en général, ils ont une tendance à être très racistes envers les Noirs, et malheureusement, ils ont des enfants, et un peu, ça découle en fait tout ça. Les enfants vont avoir un peu cette vision raciste des Noirs, etc. Et du coup, moi, je trouve ça important à l'école bien sensibiliser sur ce sujet-là, du coup. Déconstruire les préjugés qui avaient présidé à la colonisation. On parle même d'ailleurs aujourd'hui d'une nécessaire décolonisation des esprits. Et pour cela, Anne-Sophie Gace insiste sur l'idée de construire progressivement une lecture commune de cette histoire coloniale, avec les pays et les peuples concernés. Ne pas seulement regarder cette histoire vue d'ici. Pour l'historienne, il est absolument nécessaire aujourd'hui de parvenir à se décentrer. C'est-à-dire justement essayer de s'affranchir de nos mécanismes coloniaux ou européocentrés en essayant de partir à la découverte aussi des témoignages des
personnalités colonisées ou bien ex-colonisées, qui en fait, depuis la période coloniale aussi, émettent toute une série de récits sur leurs expériences, sur ce qu'ils ont vécu, sur comment la colonisation, par exemple, a porté atteinte à leurs valeurs, à leur culture, etc., à la façon dont ils se concevaient eux-mêmes finalement. Donc les nouveaux repères ontologiques ou épistémologiques, donc tout le régime de connaissances aussi que la colonisation va véhiculer, en fait, et qui les fait se sentir comme plus des êtres humains totalement. Il y a par exemple quelqu'un comme Frantz Fanon, qui a beaucoup écrit à l'époque aussi sur le fait que les colonisés avaient l'impression de basculer dans des zones de non-être, alors que l'être au sens plein du terme, c'était le blanc vers lequel il fallait tendre. Et en fait, toute la colonisation et le système colonial les incitaient à devoir tendre vers ce système-là, mais en même temps ne leur reconnaissaient jamais la possibilité d'être complètement considérés comme un égal de blanc, finalement. Et donc, c'est tous ces paradoxes et ces tensions, finalement, qui faisaient que la construction individuelle de chacun était compliquée pour les hommes et pour les femmes colonisées. Et donc se replonger dans tous ces écrits-là de l'époque, ça permet de voir cette histoire coloniale selon d'autres perspectives aussi. Et donc ça, c'est très intéressant aussi. Et donc je pense qu'une des façons aussi de sortir de ce point de vue occidental, c'est d'essayer aussi d'aller à la rencontre de l'histoire et du fonctionnement des sociétés extra-européennes depuis bien avant la colonisation, pour se rendre compte de toute la richesse en fait de leur système de croyances, de leur fonctionnement, etc., de leur cosmogonie, de la façon dont eux-mêmes en fait ont élaboré des systèmes, des régimes de connaissances qui sont extrêmement riches en fait et qui doivent à mon avis être valorisés et réenseignés aujourd'hui. Donc c'est aller à la rencontre de l'autre, du différent et partir à la rencontre de sa richesse. Et ça, je crois que c'est une des meilleures façons de lutter aussi contre le racisme aujourd'hui. Et donc ça vaut pour la période coloniale, mais pour la période postcoloniale aussi. Donc c'est aujourd'hui essayer de se décentrer, donc partir à la rencontre des sociétés latino-américaines, asiatiques, africaines, etc. et construire ensemble. Je crois que décoloniser, moi j'aime bien reprendre cette expression, c'est l'expression d'un romancier martiniquais qui s'appelle Édouard Glissant. Il dit décoloniser, c'est aussi finalement apprendre à co-naître, au sens de la connaissance. Donc c'est naître ensemble, c'est naître dans le dialogue, dans la co-construction. Et donc c'est ça, s'affranchir d'une mentalité coloniale, c'est arrêter de penser qu'on est le seul détenteur du savoir universel qui doit être répandu à tout le monde. C'est au contraire essayer de faire preuve d'humilité, en fait se rendre compte que notre point de vue, nos connaissances, elles sont toujours situées dans un espace-temps qui est bien spécifique et donc qui est relatif, et aller à la rencontre en fait de l'autre et co-construire ensemble en fait un avenir. Les décoloniaux parlent aussi beaucoup de pluriversalisme plutôt que d'universalisme. Donc c'est un universel mais qui est construit tous ensemble en fait. Et donc je crois que c'est important aussi pour pas tomber dans certaines franges très radicales des mouvements décoloniaux qui en fait reproduisent une idée de lutte, d'affrontement en fait, où seules les populations extra-européennes ou ceux qui ont vécu la colonisation en tant que colonisés peuvent vraiment en fait contribuer à ce débat-là. Parce qu'alors là, on retourne dans une logique de confrontation, d'opposition qui, à mon avis, n'est pas nécessairement constructive. Donc il faut que chacun puisse avoir un peu sa voix au chapitre, chacun puisse co-construire ensemble pour qu'on garde aussi la perspective de cet horizon commun, en fait, et pas du repli sur soi. Et quand on voit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on sent quand même que cette tendance au repli sur soi, elle a tendance à dominer. Donc de nouveau, l'histoire coloniale et postcoloniale, elle peut nous donner des clés pour avoir envie d'aller à la rencontre de l'autre et construire une société plus inclusive aussi. Donner des clés pour aller à la rencontre de l'autre, je pense que c'est une conclusion qui colle assez bien aussi au projet de ce podcast, et ce sera donc le mot de la fin. Merci à Anne-Sophie Geiss, professeure d'histoire à l'UC Louvain. Merci aux élèves de l'Athénée royal Louis Delattre de Fontaine-l'Évêque ainsi qu'à leurs enseignants. À la réalisation sonore de cet épisode, il y avait Guillaume de Smet. À la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Reussen. C'était déjà notre 12e émission spéciale jeune. Si vous souhaitez avoir la liste et les liens de toutes les émissions précédentes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse lesclés@rtbf.be, les clés en un mot et sans accent. On se fera un plaisir de vous envoyer ça.